Bien sûr, c'est difficile à croire, surtout pour ceux qui ne connaissent tant pas les gauchistes, les bolcheviks, les communistes, les marxistes, les progressistes, enfin bref, les socialistes sous toutes leurs formes et apparences. Les gens, surtout les Américains d'ailleurs, pensent qu'un homme politique va tenir, dans la mesure du possible, la plupart ou au moins la moitié de ses promesses. Mais ça, c'est dans les républiques, dans les démocraties, où un homme politique pense à l'avenir en se disant qu'il devra se présenter à nouveau aux élections. L'objectif d'un homme politique marxiste, même si c'est difficile de l'appeler ainsi, est différent. Le but du marxiste est d'arriver au pouvoir par tous les moyens, puis de s'y accrocher, là encore par tous les moyens, en se moquant complètement de toutes ses promesses et obligations. Regardez Vladimir Poutine, regardez le bandit Loukachenko, regardez Maduro, les frères Castro et aussi les autres comme Pol Pot et Ceausescu. Mais la différence avec le socialisme développé, je me souviens que Khrouchtchev aimait cette expression « socialisme développé », cela signifie que tout y est contrôlé, tout est verrouillé. Les forces de l'ordre sont prêtes à commettre n'importe quel crime. Les goulags sont construits, ils commencent déjà à se remplir. C'est pareil avec la mission du capitalisme, avec le socialisme qui domine en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Israël. Même en Australie, où tout le monde marche la tête en bas et se déplace à dos d'autruche, c'est ainsi que je m'imaginais l'Australie en la voyant sur le globe terrestre. D'un autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre, je veux dire, oui, donc voilà, c'est vrai, ils marchent vraiment la tête en bas, les pieds en l'air. Donc la différence, ou comme on dit à Odessa d'ailleurs, ce sont deux grandes différences, c'est que les socialistes n'ont pas encore construit, disons, un système pour garder le pouvoir pendant des siècles, ils doivent donc se débrouiller. Donc pour l'instant, ils doivent encore répondre de leurs paroles, par exemple, à Magdan, il n'est même pas encore entré à la mairie qu'il doit déjà répondre de ce qu'il a dit. Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Le maire ultra-radical nouvellement élu de New York vient tout juste de faire un revirement spectaculaire. Cela révèle toute la corruption des politiciens d'extrême gauche. Ce socialiste démocrate de 34 ans a mené toute sa campagne en promouvant des idées radicales de gauche et une rhétorique incendiaire promettant de s'opposer à Donald Trump. Mais maintenant qu'il a réellement gagné et qu'il prend conscience de la réalité, il se rétracte fébrilement de ses promesses les plus controversées. Et maintenant, il va même jusqu'à s'incliner devant nul autre que Trump lui-même. Et vous n'allez tout simplement pas croire ce que Trump a fait ensuite. Il ne peut pas construire son communofascisme, je ne peux même pas l'appeler autrement, sans l'aide de l'État. Eh bien, c'est la direction de l'État. New York, nous avons une union de 50 États, l'un d'eux est New York, qui comprend la ville de New York, et les fédéraux, c'est la direction de l'Union des États d'Amérique du Nord. Il n'aura pas assez d'argent pour assurer, disons, ce communofascisme, et lui et son conseil municipal ne peuvent pas augmenter les impôts. Ils peuvent autant qu'ils veulent, mais ils n'en ont tout simplement pas le droit. Personne ne paiera. Donc, la constitution de l'État de New York, pas de la ville, et la loi fédérale ne prévoyant pas cela. Alors, qu'est-ce que le pauvre Mamdan, enfin, pas si pauvre que ça, doit faire? Et il demande à quelqu'un « Trump, aide-moi s'il te plaît à construire le communisme dans une seule ville, s'il te plaît pour que je puisse prouver à l'Amérique que c'est possible et que le capitalisme est pourri, qu'il faut le changer, et toi, Trump, on doit t'emprisonner ou te fusiller selon le désir. » Bien sûr. Vous vous souvenez peut-être, car c'était il y a seulement quelques semaines, lors du discours de victoire de Zoran Mamdani, quand il a prononcé ces mots. Alors, Donald Trump, puisque je sais exactement que vous regardez en ce moment, j'ai seulement 4 mots pour vous. S'il vous plaît, montez le son. Sérieusement, c'est tout ce dont tu es capable. Je veux dire, le monde entier regarde en ce moment. Je sais que le président regarde aussi. Et à ce moment-là, tu dis juste de monter le son. Je veux dire, mec, sérieusement, c'est vraiment le mieux que tu puisses faire?
augmente le volume. Eh bien, disons simplement que depuis cette nuit-là, nous assistons sans doute à la retraite la plus humiliante de la part d'une personnalité politique moderne. Mamdani, ces 3 dernières semaines, refuse. Il a pratiquement renié chacune de ses promesses faites pendant la campagne électorale. Eh bien, il s'avère que le ton officiel a été baissé. Vous vous souvenez comment Mamdani plaidait pour remplacer les policiers par des travailleurs sociaux pour certains délits? Oui, cela n'existe plus. C'est annulé. Vous vous souvenez de la gratuité des transports qu'il avait promise? Eh bien, ça non plus. Adieu, ça n'arrivera pas. Vous vous souvenez de ces magasins d'alimentation publique? Ils n'existent plus. Et ainsi de suite, on pourrait continuer longtemps. Je parle de Mamdani. Il découvre à ses dépens la différence entre promesse et réalisation. En réalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Steve, et Mamdani n'est pas un idiot, c'est un malin, bien sûr. Typiquement, disons, un malin levantin. Et il n'a jamais rien dirigé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Mais en théorie, je suis absolument certain qu'il sait parfaitement que ce qu'il a promis est impossible à réaliser. Mais ce n'est pas possible, il est idiot. Oui, on se demande pourquoi il a promis cela. Eh bien, devinez, il a promis 3 fois juste pour gagner, et c'est tout. Et il considère ceux qui agissent autrement comme des idiots absolus. Son équipe en compte beaucoup. Eh bien, il y a là-bas des carriéristes, enfin je ne sais pas comment les appeler plus précisément. Des gens carrières, ce ne sont pas des carriéristes, ce sont des gens carrières qui travaillaient au pouvoir et qui sont venus vers lui pour revenir au pouvoir. Là-bas, pour l'argent, le confort, l'honneur, eh bien, sous de Blasio, disons, ils étaient à la mairie et ils savent très bien tout cela. De Blasio était presque comme Mamdani, mais ce n'était quand même pas Mamdani, alors que Mamdani ne cherche pas maintenant, comme Steve le dit, quelque chose de nouveau. En ce moment, il cherche comment rester au pouvoir, et il fera absolument tout pour cela. Le problème fondamental de Mamdani, c'est qu'en tant que maire, il ne peut pas augmenter les impôts. Il sait qu'il doit augmenter considérablement les impôts pour payer toutes les choses gratuites promises. Mais la Constitution de l'État de New York exige que toutes les augmentations d'impôts passent par Albany. Et la gouverneure Hochul a déjà déclaré qu'elle était catégoriquement opposée à toute nouvelle augmentation d'impôts. Pour les habitants de New York, l'un des groupes les plus imposés de la planète, surtout ceux qui peuvent se rassembler et quitter l'État, comme ils l'ont fait par centaines de milliers depuis 2020. Et ensuite, Trump menace bien sûr de couper définitivement le financement de New York. Il a déjà gelé 18 milliards de dollars de projets d'infrastructure à New York, comme le tunnel Gateway Rail, le projet sous la rivière Hudson, l'extension du métro sur la 2e avenue. Alors, Mamdani, encore une fois, il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et pire encore, New York s'effondre littéralement. Nous en avons parlé il y a seulement quelques jours. Staten Island veut se séparer de New York. Nous en avons déjà parlé. Un certain nombre de quartiers à majorité républicaine dans des villes à travers tout le pays réussissent à se séparer de leurs grandes municipalités dirigées par les démocrates. Nous venons tout juste de voir cela en Louisiane, à Saint-Georges. C'est un quartier d'environ 100 000 habitants. Ils se sont séparés avec succès de Bâton Rouge et sont maintenant une municipalité indépendante. La ville de Memphis a connu un déclin constant ces dernières années, car au moins 3 quartiers ont réussi à sortir de ses limites municipales. Et maintenant, Staten Island, qui est majoritairement républicain, veut faire la même chose à New York. Mamdani a été la goutte d'eau pour eux. Et voici ce que je pense qui s'est passé en coulisses, avec tout ce développement des événements, ce qui s'est passé en coulisses. La gouverneure Hochul, en fait, a sérieusement réprimandé Mamdani et lui a dit qu'il devait non seulement renoncer publiquement à toutes ces choses gratuites, à toutes ces aides qu'il avait promises. Mais ce qui est encore pire, mec, tu veux de l'argent d'Albany, vous voulez de l'argent de notre part? Alors allez débloquer à nouveau les milliards de dollars gelés à Washington. Je suis sûr que Mamdani et ses gars savaient en très bien qu'il faudrait revenir sur la promesse qu'il faudrait s'incliner devant Trump. Mais comme la victoire dépendait de la façon dont leur héros Zacran se battait contre le méchant dragon Trump, Zacran a tout donné. Mais dans son discours le jour de la victoire électorale, il en a trop fait et s'est laissé emporter par l'émotion.
Évidemment, c'était sans doute sa plus grande erreur de toute sa campagne électorale, son discours de victoire. Elle a révélé ce qui était auparavant caché à l'intérieur. Tant qu'il ne reviendra pas sur ses promesses communistes et que Trump, pas un sou, enfin, précisons, Trump ne lui donnera même pas un centime. C'est donc désormais officiel. Mamdani se dirige tout droit vers la Maison-Blanche. Il y va pour ramper humblement devant le trône du roi. Et ce que Trump a fait ensuite va absolument vous remonter le moral. Mais avant cela, si vous voulez recevoir du contenu de qualité, il ne suffit pas de s'abonner, il faut aussi cliquer sur la cloche. Sinon, certaines vidéos ne vous parviendront pas, les notifications ne seront pas envoyées, et nous publions des vidéos dès que les nouvelles arrivent. La plupart du temps, c'est 2 fois par jour. Le matin, ce qui nous concerne, ce qu'on appelle les nouvelles d'hier et de la nuit, et le soir, ce qui s'est passé pendant la journée. Et bien sûr, pour ceux qui décident de devenir sponsors, mesdames et messieurs, c'est 4 $ par mois. Pour eux, nous réalisons des séries de vidéos séparées sur des sujets d'actualité. Donc en faisant cela, vous nous aidez beaucoup et en retour, nous vous en sommes reconnaissants. Alors, la maman de Danny veut vraiment être reçue à la Maison-Blanche et parler à Trump en toute sincérité, comme à un ami, comme à un New-Yorkais, comme à un compatriote du grand pays qu'est l'Amérique. Le président Trump sur Truth Social a annoncé que Mamdani avait été remis à sa place, ou plutôt mis à genoux, selon les propos du maire communiste de New York, Zoran Kvame. Mamdani a demandé une rencontre. Nous avons convenu que cette rencontre aurait lieu dans le bureau ovale le vendredi 21 novembre. Trump, dans un petit message, ou plutôt ce n'est plus un tweet, sur Truth Social, je crois que ça s'appelle un truth et non un tweet. Oui, il a exprimé toute son attitude envers Mamdani, le communiste Zoran Kvame Mamdani, comme il dit habituellement Barack Hussein Obama Zoran Kvame Mam, a demandé, pas moi, nous avons accepté. Et ensuite, dans un mois, si bien sûr je ne change pas d'avis, nous nous rencontrerons. Et voici la réaction de la presse. Rencontre avec Trump et Mamdani. Eh bien, je suis content que le maire élu Mamdani parte, car il n'a jamais eu de travail. Donc, Trump aura maintenant l'occasion de lui expliquer comment fonctionne le monde. Tout d'abord, vous n'allez pas arrêter le Premier ministre Netanyahou lorsqu'il viendra à New York, alors oubliez ça tout de suite. Et il a travaillé, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous devez coopérer avec les forces de l'ordre fédéral et le service de l'immigration lorsque nous venons en ville, afin d'assurer le respect de la législation fédérale sur l'immigration. Oubliez ça. J'espère que le président lui expliquera le fonctionnement du monde. Nous avons des lois fédérales et une diplomatie internationale, et ce sont des questions qui relèvent du président, pas du maire de New York. Donc, Scott considère cela comme une sorte de visite paternelle, pour ainsi dire. Le petit Zoran va entrer en sautillant dans le bureau ovale, puis il sera assis. Et on lui expliquera en détail comment le monde fonctionne réellement et que la politique qu'il défend n'a littéralement rien à voir avec la réalité. Si vous ne connaissez pas maman, oui, il ne court pas partout. De quoi parlait Scott Jennings? Il déclare partout que New York est, je cite, une ville du droit international. La loi du pays, pour ainsi dire, selon Mamdani, est remplacée par la loi du monde. Et c'est pourquoi Trump appelle constamment Mamdani un communiste. Il a complètement adhéré à cette théorie marxiste universelle, utopique et unifiée pour tous, qui dépasse la République constitutionnelle. Encore une fois, je pense que Mamdani n'est pas un idiot, mais un salaud. Il n'est certainement pas idiot, mais un salaud. Il croit au communisme, il croit à l'internationalisme. C'est comme penser qu'une pomme pourrait tomber d'une branche et aller sur le côté au lieu de tomber. Et pourquoi tu y crois autant? Eh bien, j'y crois, c'est tout. Tout comme dans la série de blagues sur la radio arménienne, la série s'appelait « Oui, quoi ». Il est sous mon lit avec une seule anse, le samovar, mon samovar, je le mets où je veux. D'ailleurs, je ne mentionne même pas qu'il n'a qu'une seule anse parce que c'est moi qui ai cassé la deuxième, donc c'est un samovar à une anse et il est sous le lit. Et il est plein de liquide.
Bon, au diable la Constitution des États-Unis, au diable la Constitution de l'État de New York. Moi, en tant que maire de New York, je vais respecter le droit international, créé par quelques personnes inconnues, loin d'ici, via des institutions mondialistes comme l'Organisation des Nations Unies. Et voilà encore ces promesses absurdes, clairement absurdes, de Mamdani qui menace d'arrêter le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'il visite la ville. Ou d'ailleurs le président russe Vladimir Poutine. Il dit littéralement ces absurdités. Et encore une fois, au-delà de toute l'absurdité de cela, comment diable, monsieur Mamdani, dites-moi, comment diable proposez-vous que la police de New York arrête le président de la Fédération de Russie? Est-ce que cela commence seulement à traverser votre petite cervelle? Qu'est-ce que c'est? Cet acte serait-il un acte de guerre automatique et irréversible contre une puissance nucléaire? En plus, si c'était Poutine, ou, pour faire simple, vous pensez que la sécurité de Poutine, ces militaires laisseraient-ils ne serait-ce qu'un seul officier de police de New York s'approcher de Poutine à moins de 6 mètres s'il venait à New York? C'est pareil avec Netanyahou. Je suis sérieux, on n'est pas en 5e, ce n'est pas le collège. C'est justement sur ces gamins boutonneux du collège, ceux qui ont voté pour lui, des cancres avec des problèmes sexuels qu'il compte. Quelques maisons closes à des prix modérés. Cela résoudrait beaucoup de problèmes de cette jeunesse insatisfaite avec des diplômes universitaires et les boutons disparaîtraient. Et encore, pour que ce soit encore plus absurde, Mamdani dit que l'arrestation de Poutine ou de Netanyahou est liée à l'exécution des mandats de la Cour pénale internationale. Il s'agit de la bonne foi dans l'exécution des mandats délivrés par la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale. Et encore une fois, ce qui est encore plus absurde, Mamdani dit qu'il s'agisse de l'arrestation de Poutine ou de Netanyahou ou de n'importe qui d'autre. Il s'agit de l'exécution des mandats de la Cour pénale internationale. Et il s'agit de la bonne foi dans l'exécution des mandats délivrés par la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale. Et encore une fois, il semble complètement ignorer le fait que les États-Unis ne sont même pas partis à la Cour pénale internationale, que ces mandats n'ont aucune force ici. En tant que nation souveraine, nous ne sommes pas soumis à la Cour pénale internationale. Nous, en tant que nation, ne reconnaissons pas leur autorité, car ils ne sont rien de plus qu'un activiste ridicule, libéral et fou, déguisé en juriste international, comme si cela existait vraiment. Le député de Floride, Byron Donalds, futur gouverneur de Floride, a dû rappeler à Mamdani qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer le droit international. Donalds l'a tout simplement démoli en disant que, encore une fois, cette idée est littéralement follement pauvre. Elle n'a même pas la moindre manifestation dans la réalité. Le président Trump montre exactement comment agir dans de telles situations. Il ne refuse pas de rencontrer Mamdani. Cela aurait donné aux médias une raison d'affirmer que Trump sème la discorde ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, il l'emmène dans le bureau ovale pour, comme un père bienveillant, établir la loi. Trump rappellera à ce maire communiste que le financement est conditionnel et que l'une des conditions est le respect de la loi fédérale. Voilà le leadership négocié en position de force. Et maintenant, l'analyse de l'économiste, historien et analyste Victor David Hanson. La grande promesse du maire concernant les bus gratuits à New York a échoué dès que les chiffres réels sont apparus. Mais ce n'est pas une surprise choquante car nous avons vu ce même scénario se dérouler des dizaines de fois dans différentes villes et avec différents dirigeants. Chaque fois qu'un politicien se lève et déclare que quelque chose d'énorme va soudainement devenir totalement gratuit, les gens, naturellement, s'enthousiasment et s'émerveillent d'abord, leur cœur bat plus vite à l'idée des possibilités et de l'espoir d'une vie facile, mais ensuite la réalité indésirable fait son apparition. Les véritables coûts se révèlent et tout le fantasme s'effondre comme un château de cartes dans un ouragan, alléluia. Ainsi, Trump a remarqué les défauts fatals de ce système bien avant tout le monde. Et cela parce qu'il comprend sincèrement comment fonctionne l'argent, comment les budgets opèrent et comment les énormes systèmes urbains fonctionnent réellement dans le monde réel et non dans les fantasmes politiques. C'est précisément pour cela que New York a explosé en réaction aussi incroyablement rapidement.
Après son commentaire direct, ces paroles ont levé le voile et révélé la base fragile et instable de cette idée absurde. Le premier gros problème avec le plan de bus du maire est en réalité étonnamment simple si l'on y regarde de plus près. Tout le système de bus de New York est déjà déficitaire, il manque de fonds pour fonctionner sans interruption. Dans le rouge, c'est-à-dire en déficit. Oui, cela signifie qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils perdent 300 millions chaque année. Le parc de bus se compose de vieux véhicules délabrés souvent en panne, de lignes inchangées depuis des décennies et de longues files d'attente pour les réparations. Le système a désespérément besoin de milliards et de milliards simplement pour assurer un fonctionnement de base normal et éviter un effondrement total. Alors, quand quelqu'un se lève soudainement et déclare joyeusement que tous les tarifs doivent disparaître, l'hémorragie financière devient absolument catastrophique et insoutenable. Les experts en transport ont calculé les chiffres réels et disent maintenant que ce plan brillant coûtera entre 700 et 800 millions de dollars chaque année, juste pour rester à flot. Ce ne sont pas des broutilles ou des billets égarés que vous trouvez dans les coussins du canapé. Le maire ne peut pas faire apparaître cela par magie, même si la proposition paraît attrayante et fait du bien aux gens. Jamais Mamdani n'a eu l'intention de tenir quoi que ce soit de ce qu'il promettait et proposait. Il mentait simplement, parfois il ne mentait pas, mais trompait, et parfois il ne mentait pas, ne trompait pas, mais racontait des mensonges. Trump a révélé la vérité sans phare. Il a affirmé que la ville ne survivra ni ne se développera seulement avec des rêves et en confondant souhait et réalité. Il a expliqué que les mathématiques ne permettent tout simplement pas de tels changements radicaux sans conséquences destructrices. Et Trump a visé juste avec une précision parfaite. L'histoire montre que les villes perdant d'importantes sources de revenus sans plan de secours doivent inévitablement réduire d'autres secteurs essentiels. Ils réduisent impitoyablement les programmes de sécurité, ils arrêtent les réparations nécessaires, ils licencient massivement du personnel, tout ralentit de plus en plus, tout devient plus faible et plus fragile, jusqu'à ce que tout le système soit au bord du gouffre. Nous avons vécu ce cauchemar en 1972 lorsque New York était au bord de la faillite parce que la direction ignorait complètement les dépenses et vivait dans le déni. La réaction rapide de la direction de la MTA a prouvé. Leur chef, Jan Lieber, a clairement déclaré que l'idée du maire ne contenait aucun plan clair ou détaillé. Il a dit que la proposition était extrêmement incomplète et totalement immature. C'est une formulation diplomatique et polie pour dire que le plan n'était absolument pas prêt à être mis en œuvre, avec de l'argent réel et des conséquences réelles. C'est justement pourquoi les habitants de New York ont commencé à ressentir une grande inquiétude et de la méfiance. Ils voyaient comment Lieber faisait une promesse absolument grandiose, sans prendre la peine de montrer de vrais chiffres ni d'expliquer d'où viendrait l'argent. C'est pourquoi tout le monde a commencé à dire que l'idée n'a pas résisté à l'épreuve, elle n'a pas échoué à cause de la politique partisane ou des attaques personnelles, elle a échoué. Parce que la réalité mathématique l'emporte toujours sur la fantaisie, à chaque fois, sans exception. Souvenons-nous de Margaret Thatcher, souvenons-nous de Ronald Reagan, de tous ceux qui mettaient en garde, jusqu'à ce qu'on pille et gaspille ce que le marché libre avait construit. Le capitalisme. Tout leur réussira, vraiment, tout ira bien. Ce sont des fascistes, communistes, socialistes, maoïstes, trotskistes et autres collectivistes. Au fait, il y a un lien vers mon livre Capitalisme 101 dans la description, téléchargez-le gratuitement. Et j'explique tout cela de manière claire. Disons, il y a une version en russe et une en anglais, et à mon avis, je raconte tout cela de façon divertissante. Le point clé de cette histoire compliquée est la réaction brutale de la gouverneure Kathy Hochul. Elle a publiquement fait une déclaration à propos du système de bus. Des fonds sont toujours nécessaires pour un fonctionnement normal. Cette seule phrase destructrice a complètement anéanti tout le sens de la proposition brillante du maire. Lorsque la gouverneure, les experts en transport et le président disent tous la même chose, l'idée perd instantanément toute crédibilité. Cela illustre parfaitement comment les idées faibles volent en éclats. Sous une véritable pression, elles s'effondrent en poussière lorsque quelqu'un ayant une réelle expérience répond fermement avec des faits plutôt qu'avec des émotions et des sentiments.
Donald Trump comprend New York à un niveau bien plus profond et personnel que n'importe quel maire ne pourrait jamais le faire. Il a construit d'immenses bâtiments à travers toute la ville pendant des décennies. Il a personnellement mené des négociations syndicales complexes, géré d'innombrables permis, affronté des retards de construction, travaillé avec des budgets serrés et survécu à des contrôles rigoureux. Il sait exactement comment la ville réagit et répond lorsque l'argent vient soudainement à manquer et disparaît. C'est précisément pour cela que son message avait un poids et une autorité aussi énormes. Il a averti que la ville avait besoin de stabilité et de prévisibilité, pas de fantasmes ou d'expériences irréfléchies. Il a affirmé que les idées irresponsables touchent d'abord et surtout la classe ouvrière. Et il a absolument raison à propos de cette dure réalité. Lorsque les systèmes de transport perdent de l'argent et font faillite, ce sont toujours les quartiers pauvres qui souffrent, avec des bus atrocement lents, des stations délabrées et des attentes ridiculement longues dans des conditions épouvantables. Ironiquement, la gratuité des transports nuit et détruit précisément ceux qu'elle est censée aider et protéger. Description exacte de la situation. La partie la plus fascinante de toute cette saga réside dans la façon dont le maire a commencé à changer rapidement ses propos et à les retirer avant même que cette pression ne commence. Il affirmait courageusement que le plan était un programme complet et global, prêt à être lancé. Après de nombreuses critiques, il a soudain affirmé qu'il ne s'agissait que d'un projet pilote, un simple test pour un avenir proche, réalisable un jour. Ce revirement brutal montre que l'idée a perdu toute sa substance dès le départ. Les idées fortes, solidement fondées, ne changent pas de forme comme par magie lorsqu'elles sont contestées. Seules les idées faibles changent et se transforment désespérément. Cela montre que la langue change et évolue constamment. Lorsque les dirigeants paniqués tentent de dissimuler des défauts et des problèmes évidents et que les électeurs voient parfaitement à travers cette ruse transparente, ils ressentent instantanément quand quelque chose est malhonnête et manipulateur. Les habitants de New York ont réagi avec colère après avoir été délibérément trompés. Ils veulent sans aucun doute de meilleurs bus, propres et fiables, mais ils désirent encore plus désespérément une vérité honnête. Ils ont besoin d'un véritable plan de financement avec des chiffres réels et non d'un simple slogan électoral vide créé pour gagner les élections. C'est pourquoi cela est vite devenu très controversé. En une nuit, les New-Yorkais savent que l'entretien de la ville coûte cher. Ils comprennent profondément que rien dans la vie n'est vraiment gratuit, à moins que quelqu'un quelque part ne paye pour cela. Et donc, lorsqu'ils ont enfin vu le coût énorme caché qui se trouvait sous la surface, ils ont immédiatement eu le sentiment que le plan n'était pas sérieux ou pas légitime. La réponse puissante de Trump a créé une pression encore plus forte, car il s'est concentré sur les dépendances au financement fédéral. New York dépend largement de Washington pour de nombreuses choses essentielles. Le soutien à la sécurité, les fonds d'urgence, les programmes d'aide au logement et les fonds de transport vitaux proviennent tous de sources fédérales. Si le maire agit de façon imprudente, propose une idée gigantesque sans plan clair ni source de financement, le gouvernement fédéral remettra naturellement tout en question et pourrait même retirer son soutien. Donald Trump n'a fait qu'exprimer ce que de nombreux responsables fédéraux pensaient déjà en privé, et dès qu'il l'a dit publiquement pour que tout le monde l'entende. Chaque point faible et vulnérable du plan s'est soudainement retrouvé sous les projecteurs. Cela prouve l'existence d'un problème systémique plus profond qui affecte la gouvernance. Beaucoup de dirigeants démocrates débutent souvent avec des émotions et des sentiments. Ils croient sincèrement que de bonnes intentions suffisent pour réussir, mais les villes ont besoin d'une logique stricte et de discipline, pas seulement d'espoir et de rêve. Elles ont besoin de budgets précis, de délais réalistes et de plans de secours fiables en cas de problème. Lorsque les démocrates ignorent les bases et évitent le travail difficile, leurs idées précipitées s'effondrent inévitablement. De nombreuses grandes villes américaines luttent aujourd'hui contre la criminalité, le sans-abrisme et le déclin guidés par l'émotion plutôt que par la structure et la responsabilité. L'idée du bus a échoué de façon retentissante parce qu'elle essayait de contourner entièrement la partie la plus difficile. Elle tentait d'ignorer et d'éviter complètement les mathématiques. L'histoire montre que sauter la partie difficile conduit toujours à l'échec. Donald Trump comprend cette vérité fondamentale de façon instinctive. Il peut parler simplement et directement, sans phrases alambiquées, mais son instinct concernant les coûts et les risques s'avère étonnamment souvent juste. Il reconnaît immédiatement un mauvais plan dès qu'il le voit. New York fait face à d'énormes dépenses, à des besoins croissants et à des budgets très limités, sans aucune marge de manœuvre. Encore un grand projet de loi sans financement. Ce n'est pas du leadership, mais un comportement imprudent et dangereux, ce que les New-Yorkais ont tout de suite ressenti. C'est pourquoi ce sujet a explosé sur les réseaux sociaux.
C'est pourquoi toute la ville a réagi aussi fort et aussi résolument. Les gens ont compris que le plan ne correspondait en rien à la réalité. Une seule déclaration percutante de Trump a révélé une vérité dérangeante que tout le monde voyait, là où le gouvernement municipal avait échoué. Cela a amené les gens à se concentrer sur les chiffres, obligeant le maire à défendre ce qu'il ne pouvait expliquer par des faits. Et dans le monde impitoyable de la politique, c'est ainsi que les idées faibles meurent d'une mort douloureuse. C'est pourquoi la ville a explosé en dispute, que le plan s'est effondré et que la voix de Donald Trump a eu un impact dévastateur. Eh bien, je pense quand même que Mamdani n'est pas un idiot, c'est un menteur. Ce fils de pute n'est pas stupide, pas stupide. Alors qui est stupide? Quelqu'un doit l'être, non? Vous demandez qui est le stupide. Est-ce que les stupides sont ceux qui ont voté pour lui? Et cela montre immédiatement l'idiotie de la démocratie politique dans laquelle nous vivons, mesdames et messieurs. La démocratie que nous aimons tant, pensions aimer toujours, conduit toujours à la tyrannie, d'abord à la tyrannie de la majorité. Et bien là-bas, les bolcheviks disent « Nous sommes plus nombreux, donc nous allons dicter notre loi aux autres. Oui, 51%, donc vous ferez comme nous disons. » Ensuite, quand ils dépouillent en tout ce qu'ils peuvent prendre à la minorité travailleuse, réfléchie et entreprenante, qui est toujours une minorité. Cela est la plèbe gâtée, en russe on appelle ça bidlo. Le troupeau beuglant exige qu'on continue à les entretenir. Un groupe de menteurs qui sont arrivés au pouvoir par la tromperie instaure le couvre-feu, les tickets de rationnement et du fil de fer barbelé entre eux et le bidlo. Commence alors la phase suivante, la tyrannie de la minorité. Très vite, dans cette minorité, comme déjà vu 1000 fois en France, en Russie, partout, dans cette minorité, les araignées commencent à se dévorer entre elles, et le dernier debout est proclamé père de la nation, parfois généralissime, le premier parmi les égaux. Son portrait est accroché dans toutes les écoles et sur toutes les places. À la prochaine, mesdames et messieurs.